Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos, le podcast qui donne la parole aux spécialistes pour mieux comprendre les enjeux de la gynécologie et de l'obstétrique. Aujourd'hui, Océane reçoit le docteur Alvarez. Gynécologue obstétricienne à l'hôpital Tenon et coordinatrice scientifique du centre d'AMP de la clinique de la Muette à Paris. Nous allons aborder un sujet clé, l'endométriose précoce, une discussion essentielle pour améliorer la détection et le suivi des jeunes patientes. Bonjour Dr Alvarez, merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast aujourd'hui. Merci beaucoup de votre invitation. Il est très important que nous restons en échange, surtout en termes d'information. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important comme l'endométriose et son diagnostic précoce, puisque c'est extrêmement important que ces diagnostics soient portés dès l'adolescence. D'accord, et vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer un petit peu les enjeux du diagnostic précoce de l'endométriose? Quelles sont les conséquences d'un diagnostic tardif en quelque sorte? Voilà, donc effectivement, l'endométriose aujourd'hui est toujours en retard diagnostic d'environ 7 à 8 ans. Et cette situation doit évoluer puisque effectivement, les premiers signes qui commencent à l'adolescence, c'est les règles douloureuses. Évidemment, nous allons dire que toutes les règles douloureuses ne sont pas forcément de l'endométriose, mais c'est quand même un signe, pour moi, c'est un signe phare de cette maladie. Il faut tenir compte la manifestation de l'adolescente concernant cette règle douloureuse et surtout pas les banaliser. Et donc, il faut déjà tenir compte il faut absolument ne pas banaliser ces signes qu'est l'adolescente, puisqu'il y a différents degrés des dysménorrhées. Donc, il y a les dysménorrhées qui sont légères, qui sont passagères. Il y a les dysménorrhées qui sont invalidantes, qui constituent vraiment un absentéisme scolaire avec des répercussions sur la qualité de vie des adolescentes. Donc ça, c'est extrêmement important de tenir compte de l'intensité de cette dysménorrhée. Et il faut aussi signaler, malheureusement, qu'il y a quand même des cas dans lesquels il y a de l'endométriose, mais il n'y a pas des signes douloureux. Donc ça devient un tout petit peu, c'est la complexité de cette maladie, qu'il n'y a pas de lien entre l'intensité de l'endométriose et c'est-à-dire comme les patients qui disent c'est une endométriose grave, mais nous, dans notre terme médical, c'est une endométriose profonde et les douleurs. Une autre chose importante qu'il faut tenir compte d'un diagnostic précoce de l'endométriose, c'est les antécédents familiaux. Et il faut poser la question si dans les cadres des règles douloureuses, la mère elle a eu des règles douloureuses, la sœur, puisque vous savez que le caractère héréditaire n'a pas été démontré, mais c'est un signe, c'est un élément important à tenir compte lors de cet interrogatoire de l'adolescente qui présente des règles douloureuses ou une dysménorrhée primaire. L'autre point important, c'est de demander s'il y a aussi des symptômes digestifs associés à type diarrhée ou à type constipation, puisque très souvent, il peut y avoir cette association des dysménorrhées avec des signes digestifs. Il faut poser la question. Et le quatrième point, c'est de demander si les règles sont abondantes. Voilà, donc avec des caillots. Donc je pense que ça, c'est les 4 points de repérage qu'on doit faire à l'adolescence. Préconisez-vous des examens complémentaires chez les adolescentes? Il est possible que beaucoup des adolescents n'ont pas eu de rapport sexuel, donc l'examen gynécologique ne peut pas être fait. Donc ça, il faut quand même agir avec tact et prudence dans ce type de situation, puisqu'on parle d'endométriose à l'adolescence. Et à ce moment-là, soit réaliser une échographie faite par des médecins complémentaires experts en endométriose, en échographie pelvienne, et on peut éventuellement faire une échographie abdominale ou vaginale si l'adolescente a eu déjà un rapport sexuel, et éventuellement avoir recours à un IRM. Ce n'est pas excessif, en fonction de l'intensité des douleurs ou des 4 signes que nous avons évoqués tout à l'heure, de demander un examen complémentaire dans un centre expert, un IRM. Il y a la question
actuellement de l'endotest. Donc, je vais vous parler un petit mot. L'endotest, actuellement, est en cours de validation, malgré que l'HAS a déjà accepté la notion de l'endotest. C'est-à-dire, ces tests salivaires peuvent être portés aujourd'hui dans les cadres du circuit actuel des hôpitaux qui peuvent réaliser de l'endotest. Pour l'instant, on peut pas l'avoir en dehors de l'hôpital, c'est ça? Oui, dans les centres qui ont été déterminés dans l'étude, qui s'est fait actuellement, sur ça. Mais vous pouvez, effectivement, contacter un centre proche ou à votre hôpital et demander, la réalisation d'un endotest. Donc ça, c'est quand même déjà un élément extrêmement important. L'interrogatoire est très important. La façon que nous allons mener l'interrogatoire pour les symptômes, pour les antécédents familiaux, et déjà nous met sur la piste une suspicion d'endométriose. On ne peut pas éventuellement, dans cet interrogatoire, déterminer les types d'endométriose, puisque vous savez qu'il y a l'endométriose superficielle, l'endométriose profonde, les endométriomes et l'adénomiose. Tout ça, ça se fera en fonction de l'examen clinique et des examens complémentaires. Et quelles sont les conséquences d'un éventuel retard diagnostique chez les adolescentes? Oui, aujourd'hui, que nous parlons des endométrioses pendant l'adolescence ou des règles douloureuses pendant l'adolescence, c'est très important. Je vous ai dit, toutes les règles douloureuses ne sont pas forcément de l'endométriose. Mais il faut quand même arriver à un diagnostic et actuellement, peut-être avec les tests salivaires, nous allons bien avancer. Pourquoi c'est important l'adolescence? Puisque l'endométriose est une maladie systémique inflammatoire et si nous laissons évoluer cette endométriose, nous allons peut-être la voir évoluer vers des endométrioses plus sévères, notamment par exemple dans les kystes, dans les endométriomes, altérer la fertilité des femmes plutôt. Et puis vous savez que pertinemment que l'endométriose peut avoir des conséquences certainement sur la santé générale de la femme, avec peut-être une probable augmentation du risque cardiovasculaire, des altérations du système immunitaire. Et donc, l'importance de diagnostiquer tôt, c'est de traiter tôt, de telle façon que nous allons peut-être améliorer aussi les conséquences sur la santé générale et sur la fertilité, puisque effectivement, aujourd'hui, en infertilité, environ entre 50 et 60% des indications de PMA sont liées à l'endométriose. Concernant la prise en charge, de l'endométriose, chez l'adolescente, est-ce que vous avez des suggestions? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a eu toujours tendance à, donner la pilule pour la règle douloureuse. Ce qui peut être une indication et notamment, on donne très souvent soit des pilules traditionnelles, soit, des pilules à base de progestérone, heu, mais effectivement, heu, on cachait un tout petit peu la situation. C'est-à-dire que la séquence était toujours la même. C'est-à-dire on donnait la pilule à une jeune femme qui a des règles douloureuses, sans avoir fait le diagnostic et puis arrivant à 28-29 ans, quand elles vont arrêter la pilule, au plus maintenant, puisque le désir d'enfant et l'âge pour le premier enfant s'est décalé entre 30 et 31 ans. Effectivement, il faut arrêter la pilule, les symptômes commençaient et c'est là où il y avait ces retards diagnostiques, c'est-à-dire que la pilule effectivement, dans beaucoup de cas, soulager les douleurs, mais ne traitait pas l'endométriose. Dans les cas où il y avait une endométriose associée à des règles douloureuses ou cette dysménorrhée. Donc, cette pilule qui cache la situation a participé à ces retards du diagnostic. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, avec les méthodes actuelles, avec des centres de référence, avec l'interrogatoire que vous avez réalisé, et puis avec la participation de l'endotest, je pense que là, on va faire quand même des avances dans le diagnostic précoce de l'endométriose. Au jour d'aujourd'hui, jusqu'à présent, il était considéré que même dans un diagnostic d'endométriose, les traitements étaient donner la contraception orale. Aujourd'hui, il est admis par beaucoup d'experts, même si ça pas passé directement sur les recommandations qui vont certainement évoluer, on peut donner une molécule plus spécifique qui est une progestérone qui s'appelle le Dienogest, qui est commercialisée depuis déjà plus de 15 ans, je vous signale, hein, c'est pas depuis aujourd'hui. En France, cet retard à la mise en route de ces traitements était une partie liée à le fait que cet traitement n'était pas remboursé
Et depuis déjà 5 ans, toutes les molécules génériques ont été sont remboursées parfaitement bien. Donc depuis 5 ans, c'est plus facile à accepter. Aujourd'hui, la difficulté, donc aujourd'hui, si vous avez une patiente diagnostiquée d'endométriose, on peut utiliser déjà l'édinocheste, qui est une pilule. Enfin, c'est pas c'est pas vendu comme un contraceptif, hein. Mais étant donné qu'il y a une atrophie de l'endomètre, les chances de grossesse sont extrêmement faibles. Et ça, c'est très important à signaler. Donc, les traitements sont à donner entre 3 à 6 mois. Il faut, au bout des 3 mois, faire un point concernant la tolérance du traitement et essayer de le prolonger au moins 6 mois. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que, et ça c'est une opportunité des cancers difficiles, c'est que c'est un traitement, c'est l'édinocheste. C'est parfaitement un traitement de l'endométriose parce qu'il va participer à réduire peut-être entre 60 et 70% des lésions d'endométriose. Et dans les cadres des endométriomes, au bout en général 1 an, on assiste à une réduction de presque 2/3 des endométriomes. Donc c'est un vrai traitement. Alors la question que nous avons aujourd'hui, c'est la question, est-ce que l'édinocheste peut augmenter le risque des méningiomes, qui a été décrit aussi pour les macropilules progestatives à titre lutéran-luténil. Aujourd'hui, il y a eu des évaluations, ces molécules comme le lutéran-luténil, ces macroprogestatifs, qui ont été utilisés pendant très longtemps, des décennies même. Et donc, effectivement, il y a un risque relatif d'augmentation des méningiomes, peut-être avec ces molécules utilisées pendant très longtemps. Donc, dans les cas de l'édinocheste, nous n'avons pas encore de recul concernant cette éventualité, mais il y a beaucoup de pression de la part de certaines associations des patientes auprès de l'Agence du médicament à cause de cette question. Donc, la tactique actuelle, c'est des diagnostics précoces de l'endométriose à l'adolescence pour éviter les conséquences futures sur la santé de la femme et sur la fertilité. L'utilisation du édinocheste, qu'aujourd'hui, c'est la molécule des premières intentions dans les cas de l'endométriose, et d'essayer de dire qu'étant donné que nous n'avons pas de recul sur la question du méningiome, il faut réévaluer les traitements à 3 à 6 mois, à 1 an, pour éventuellement switcher sur un autre type et réévaluer l'endométriose, puisqu'aucun traitement ne doit pas être à vie, hein. Tout dépend de l'évolution de la situation. Pour synthétiser cet épisode, on retient qu'il est important de faire le diagnostic précoce de l'endométriose dès l'adolescence, en s'orientant sur les symptômes et les antécédents familiaux, avec examen clinique et ou imagerie et endotest. Tout cela pour permettre de mettre en place dès que possible un traitement, si possible étiologique, comme le dienogeste, qui crée une atrophie endométriale pour prévenir l'évolution de cette maladie inflammatoire systémique. Merci Dr Alvarez pour votre participation et pour cette discussion très riche. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.